La santé mentale est un sujet que nous évoquons très souvent lors de nos vidéos enquêtes sur Murders Explained. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, vous allez voir que l'histoire de cette adolescente, Alyssa, démontre qu'un suivi psychologique peut parfois être utile afin d'éviter certaines personnes de malheureusement déraper et d'aller dans un chemin beaucoup plus sombre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Alyssa Bustamante. Je ne sais pas si vous la connaissez et quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir ajouter des détails supplémentaires. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si jamais vous voulez soutenir cette chaîne. Et moi, je vous retrouve après le générique. Pour Alyssa Bustamante, qui avait 15 ans, la vie était tout sauf normale. Elle est née le 28 janvier 1994 à Cole, dans le Missouri, de parents adolescents, Michelle et Caesar Bustamante. Sa venue au monde n'a pas apporté une grande joie. Michelle n'avait que 15 ans lorsque sa grossesse surprise et cette nouvelle responsabilité ont été accueillies sans enthousiasme et sans préparation. Donc dès son plus jeune âge, Alyssa subissait des niveaux élevés d'abus et de négligence, et elle en témoignera plus tard. Malgré les circonstances tumultueuses entourant sa naissance, Alyssa n'a pas grandi seule. Elle eut 3 frères et sœurs plus jeunes, une sœur cadette, Emma de 6 ans sa Benjamin, et des frères jumeaux. Emma en particulier allait jouer un rôle crucial dans l'histoire qui allait suivre, en ayant un lien tragique entre Alyssa et sa future victime. Les parents d'Alyssa, eux, étaient plongés dans leur propre lutte contre la toxicomanie et peinaient à offrir un environnement stable à leurs enfants. Son père, souvent en conflit avec la loi, ne parvenait pas à rester hors de la prison. Nous étions donc dans un contexte familial désastreux qui a atteint son paroxysme lorsqu'à l'âge de 8 ans, Alyssa et ses frères et sœurs ont été confiés à la garde légale de leurs grands-parents, Karen et Gary Brooke. Les grands-parents espéraient offrir une vie meilleure aux enfants dans leur maison de campagne tranquille du Missouri. Cependant, la tranquillité de cette petite ville était sur le point d'être ébranlée par une série d'événements aussi choquants qu'incompréhensibles. Et Alyssa se retrouvera bientôt au centre d'une affaire qui allait captiver et horrifier toute la nation. La jeune Emma, insouciante et innocente, sera un élément clé dans ce récit très sombre et sinistre où la frontière entre l'innocence et la culpabilité va se brouiller d'une manière terrifiante. Ce qui commença comme une enfance perturbée et négligée prit une tournure inimaginable, menant à un crime dont l'horreur allait marquer à jamais la mémoire collective de cette petite communauté du Missouri. Les grands-parents avaient supposé qu'en assumant la tutelle légale d'Alyssa, ils pourraient l'aider à s'épanouir dans un environnement stable, loin des abus et de la négligence infligée par ses parents. Ils espéraient que ce changement apporterait une nouvelle perspective et une vie plus saine à leur petite fille. Malheureusement, les cicatrices laissées par son enfance troublée étaient profondes et indélébiles. Les dommages étaient déjà faits et il était trop tard pour sauver Alyssa de ses propres démons. En surface, Alyssa semblait être une adolescente ordinaire. Elle passait son temps à écrire dans son journal intime, journal qui va être très utile par la suite, et à assister aux services religieux de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle participait même à des activités de jeunesse. Elle se décrivait comme une passionnée de la nature, aimant passer du temps en plein air. Le déménagement chez ses grands-parents lui avait offert un environnement riche en paysages naturels. Il y avait des forêts très denses, elle pouvait notamment aller dans un ruisseau où elle aimait se ressourcer. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses, et les médias sociaux d'Alyssa en dévoilaient beaucoup plus sur son autre facette, sa partie sombre, le côté de sa personnalité qu'elle cachait. Sa page MySpace était imprégnée de messages violents et de pensées d'automutilation.
Elle y listait ses passe-temps comme étant couper et tuer des gens, ce qui montre une réalité bien plus inquiétante que celle perçue par son entourage. Sous cette façade de normalité, Alyssa luttait contre des pulsions sombres et des pensées destructrices. Son esprit, tourmenté, l'a poussée à des actes de plus en plus inquiétants, échappant progressivement au contrôle de ses grands-parents et des autorités. Le tragique incident qui allait suivre serait la culmination de cette spirale descendante bouleversante, ce qui marquera à jamais la petite communauté de Cole et laissant des cicatrices indélébiles dans l'histoire du true crime. Alyssa Bustament menait une double vie, alternant entre une adolescente apparemment normale et une jeune fille aux pulsions de plus en plus inquiétantes. Sa chaîne YouTube révélait cette dualité. Dans l'une de ses vidéos, elle se filmait en train de toucher une clôture électrique, poussant ensuite ses deux frères jumeaux à en faire de même. Et avant que les garçons ne touchent la clôture, elle avait ajouté un texte juste en dessous de la vidéo, comme un petit cliffhanger, c'est la partie amusante où mes frères se blessent. Ces actes, bien que perturbants, n'ont pas été perçus comme des signaux d'alarme de ce qu'ils étaient vraiment. Malgré les indices troublants, personne n'aurait pu prévoir les actes indicibles qu'Alyssa s'apprêtait à commettre. Le 21 octobre 2009, la petite communauté de Cole, dans le Missouri, allait être plongée dans une horreur inimaginable. Alyssa avait un plan macabre en tête. Elle a attiré la jeune Elizabeth Holten de 9 ans dans les bois proches de sa maison. Et ce qui devait être une simple sortie entre voisines allait se transformer en un cauchemar sans nom. Elizabeth Holten vivait à quelques maisons des grands-parents d'Alyssa Bustament. Âgée de 9 ans et très différente d'Alyssa, Elizabeth était une fille pleine de vie, aimant la couleur rose et toujours partante pour des jeux innocents avec la sœur cadette d'Alyssa, Emma. Elles étaient un petit peu meilleures amies. Le 21 octobre 2009, une de ces journées de jeux à régulière se profilait à l'horizon. Mais cette date allait marquer le début d'un cauchemar pour la famille Holten. La mère d'Elizabeth, Patricia Price, se souvient en détail des événements de cette journée fatidique. Lorsqu'Emma vint demander si Elizabeth pouvait sortir et jouer, Patricia hésita d'abord, mais il était déjà tard dans l'après-midi, et la nuit allait rapidement venir en cette fin d'automne. Consciente de l'heure du dîner et de la tombée de la nuit vers 18h, Patricia refusa initialement la demande des filles. Cependant, face à l'insistance des jeunes filles désireuses de passer du temps ensemble, Patricia finit par céder. Elle permit donc à Elizabeth d'aller chez son amie, Emma, pour une courte période, leur ordonnant de revenir à la maison à 18h pour le dîner. Il était environ 17h lorsqu'Elizabeth est sortie, pleine de joie pour rejoindre Emma, et elle pensait vraiment qu'elle allait passer un moment agréable. Ce qui va suivre a été une série d'événements tragiques et incompréhensibles. Alyssa, avec une préméditation glaçante que vous allez découvrir au fur et à mesure, a attiré Elizabeth dans les bois voisins. Patricia ne le savait pas, mais cette sortie anodine allait se transformer en un cauchemar pour toute la famille. Alyssa avait déjà creusé une tombe quelques jours auparavant, prévoyant de commettre un acte de violence incomparable. Elizabeth ne rentra jamais chez elle ce soir-là. À 18h, quand Patricia se rendit compte que sa fille n'était pas revenue, elle alerta immédiatement les autorités. Et ce qui va suivre ne sera qu'une recherche frénétique et désespérée pour retrouver Elizabeth. Une recherche qui va se terminer de manière tragique lorsqu'un corps sera retrouvé dans une tombe peu profonde. Alyssa Bustament a été confrontée à des preuves accablantes et vous allez voir qu'elle va rapidement avouer son crime. Elle parlera d'un détachement glaçant et comment ce qui est arrivé à Elizabeth était absolument horrible. Je vous ai parlé tout à l'heure de son journal intime. Nous allons l'étudier dans quelques minutes, mais sachez déjà que les pages de son journal intime, qui ont été trouvées par les enquêteurs, révéleront une froideur et une préméditation choquantes dans ce crime. La tragédie d'Elizabeth Holten, une jeune fille innocente prise dans les griffes d'une adolescente tourmentée, marqua à jamais la communauté de Cole dans le Missouri.
Sachant que sa fille avait peur de l'obscurité, Patricia Price était convaincue qu'il n'y aurait aucun problème pour que Elizabeth respecte le couvre-feu. Elle ne serait jamais rentrée chez elle la nuit tombée. Elizabeth était en plus une fille obéissante, toujours soucieuse de suivre les règles de la maison et les règles de ses parents. Patricia ne pouvait pas imaginer que sa décision de laisser Elizabeth partir ce jour-là mettrait en danger sa fille. Elle ne savait pas que Alyssa avait conçu un plan macabre visant Elizabeth avec une froide préméditation. Le danger était imminent, mais Patricia n'avait aucun moyen de le savoir. Interrogée par les enquêteurs après la disparition d'Elizabeth, Emma, la sœur cadette de Alyssa, expliqua que sa jeune amie était partie pour rentrer chez elle, pour l'heure fixée, vers 18h, conformément aux instructions de sa mère. Emma prétend l'avoir vue marcher le long de l'allée, menant à sa maison, mais elle fut distraite et ne continua pas à la surveiller pour s'assurer qu'elle était bien rentrée. Un peu de temps après, Emma se retrouva piégée dans des buissons d'épines devant la maison des grands-parents d'Alyssa. Elle cria à l'aide et Alyssa finit par sortir de la maison, environ 5 minutes plus tard, pour l'aider à se dégager des buissons. Ces quelques minutes d'absence d'Alyssa restèrent énigmatiques, mais lourdes de conséquences, car elles montreront un tournant tragique dans cette soirée fatidique. En effet, pendant ce court laps de temps, Elizabeth avait disparu. Et donc, la recherche frénétique qui suivit révélera l'horreur cachée derrière les actions de Alyssa. Cependant, Emma a remarqué quelque chose de troublant à ce moment-là. Elle confia aux enquêteurs avoir aperçu une petite tache de sang sur le pantalon de sa sœur aînée. Et lorsque Emma interrogea Alyssa sur cette tache étrange, Alyssa répondit qu'elle avait ses règles et lui ordonna fermement de ne parler à personne de ce qu'elle venait de voir. Sachez que lors de son propre interrogatoire, Alyssa se montra étonnamment ouverte à propos du sang sur son pantalon. Avant même que les enquêteurs puissent poser cette question, elle a donné spontanément la même explication, affirmant qu'elle avait ses règles. Après plus de 2 heures d'interrogatoire intense, la vérité derrière ces taches de sang commença à émerger, révélant une réalité bien plus sinistre. Les enquêteurs découvrirent que la justification donnée par Alyssa n'était qu'une couverture pour dissimuler ses actes horribles. En fait, le sang sur son pantalon appartenait à Elizabeth Holton, la jeune fille innocente que Alyssa avait sauvagement attaquée et tuée ce soir-là. Alyssa avoua finalement son crime dans des détails glaçants. Elle raconta comment elle avait attiré Elizabeth dans les bois, l'avait étranglée, poignardée, puis enterrée dans une tombe qu'elle avait préparée à l'avance. Les motivations d'Alyssa restaient floues, mais ses journaux intimes, remplis de pensées macabres et de désirs violents, offraient un aperçu terrifiant de son état d'esprit. La découverte du corps d'Elizabeth, dans une tombe peu profonde, confirma les pires craintes des autorités. Alyssa, une adolescente apparemment ordinaire de façade, mais profondément troublée, avait commis un acte de violence inexplicable. Le choc et la douleur causés par cette tragédie laissèrent une marque indélébile sur la petite ville de Cole et bien au-delà. L'affaire Alyssa rappelle de manière poignante les sombres pensées qui peuvent se cacher derrière des façades absolument normales et les tragédies qui peuvent en découler lorsque les signes avant-coureurs ne sont pas pris au sérieux. La perte d'Elizabeth Holton, une jeune fille pleine de vie et d'innocence, demeure une leçon douloureuse sur les dangers insidieux que peut receler l'âme humaine. Ces journaux intimes, remplis de pensées sombres et de détails morbides, dévoilèrent un esprit tourmenté, capable de planifier et d'exécuter un crime absolument horrible. Alyssa avait attiré Elizabeth dans les bois, l'avait attaquée et l'avait enterrée dans une tombe qu'elle avait elle-même creusée quelques jours plus tôt. Mais vous allez voir que des détails restent encore, et ceux-ci sont gardés pour la confession d'Alyssa un peu plus tard. L'histoire de sa disparition et du rôle sinistre joué par Alyssa, l'adolescente, continue de hanter les mémoires, illustrant de manière tragique les sombres pensées qui peuvent se cacher derrière une adolescente. Et d'ailleurs, peut-être que si sa santé mentale avait été soignée, peut-être que si son développement avait été différent, nous aurions pu empêcher cela. C'est d'ailleurs pour cette raison que je voulais qu'on se penche un petit peu sur la santé mentale de Alyssa.
pour comprendre ce qui l'a menée jusqu'ici. Ayant lutté contre de sérieux troubles de santé mentale, Alyssa n'est pas étrangère à l'automutilation et aux pensées suicidaires. En 2007, elle avait presque réussi à sauter la vie, ce qui l'avait conduite à un séjour d'1 mois dans un établissement de santé mentale. Là-bas, elle reçut des soins intensifs, 24 heures sur 24, prodigués par des psychiatres et des conseillers. Bien que ces thérapeutes aient noté qu'elle n'était pas complètement rétablie, ils estimaient qu'elle était en voie de guérison. Donc Alyssa a eu une prescription, le médicament antidépresseur Prozac, et elle a eu une augmentation de dose peu avant le meurtre de Elizabeth Holten. Alyssa avait été suivie par plusieurs professionnels de santé mentale, qui témoignèrent par la suite qu'elle souffrait d'un trouble majeur de dépression et d'un trouble de la personnalité limite. Ces diagnostics expliquaient donc en partie son comportement perturbé et ses pensées sombres. Lors de l'interrogatoire, on a également contacté son petit ami de courte durée, Dustin, et celui-ci a révélé un aspect encore plus inquiétant sur la personnalité d'Alyssa. Il raconta qu'elle lui avait déjà demandé s'il avait jamais pensé à tuer quelqu'un. Donc les enquêteurs ont été intrigués par cette question troublante et ils ont demandé à Dustin plus de détails. Sa réponse, bien que banale dans son ton, était glaçante. Il a dit « Alyssa était émo, elle se coupe les veines. Ce n'est pas rare que les adolescents émo aient des pensées comme celle-ci. » Cette banalisation des pensées violentes chez les adolescents ajoute une dimension supplémentaire à la compréhension des troubles d'Alyssa. Ces luttes internes amplifiées par son développement et son environnement familial instable, ses problèmes de santé mentale non résolus, l'auraient pu la mener sur un chemin totalement sombre et destructeur. Les événements tragiques du 21 octobre 2009 révélèrent la culmination de ces troubles. Le meurtre brutal d'Elizabeth choque non seulement la petite communauté de Cole, mais aussi le pays entier. Les détails macabres de l'acte, combinés aux antécédents d'Alyssa, ont donné lieu à une analyse approfondie de la façon dont ces signes avant-coureurs clairs avaient été ignorés et minimisés. La tragédie d'Elizabeth, une jeune fille innocente prise au piège de la spirale destructrice de Alyssa, reste une leçon poignante sur l'importance de prendre au sérieux les signaux de détresse mentale chez les adolescents. L'histoire d'Alyssa souligne la nécessité d'une intervention précoce et soutenue pour prévenir de telles catastrophes, rappelant à tous que derrière une façade normale peut se cacher une souffrance indicible. Mais ce n'est pas tout ce que Dustin a dit aux enquêteurs à propos d'Alyssa qui a attiré leur attention. Il a également confié que le 22 octobre 2009, soit un jour après le meurtre, Alyssa avait sauté l'école avec lui et était restée chez lui toute la journée ce jour-là. Et d'ailleurs, lorsque la mère de Dustin est rentrée de façon inattendue du travail, il lui a dit de se cacher dans un placard, en allant voir si elle y restait vraiment. Lorsque sa mère est allée sous la douche, Dustin a dit aux enquêteurs que Alyssa lui avait confié au hasard qu'elle avait tué Elizabeth en l'étranglant et en lui tranchant la gorge, ajoutant des détails macabres à cette disparition. Malgré ce qu'elle venait d'avouer, Dustin ne l'a pas prise au sérieux et en a profité du temps qu'était sa maman sous la douche pour faire sortir Alyssa de la maison avant que sa mère découvre qu'elle était là. Et donc Dustin dira plus tard aux enquêteurs que même s'il ne pensait pas Alyssa capable d'un crime aussi odieux, il n'était pas surpris de sa révélation. Pour lui, elle disait la vérité sur le fait de l'avoir tuée. Honnêtement, c'est quand même plausible et c'est normal que les enquêteurs ne pensaient pas qu'un enfant de 15 ans puisse effectuer un meurtre de cette manière seul. Probablement en raison de la nature du meurtre, le corps, comment il a été éliminé, enterré. Les enquêteurs étaient convaincus tout le long de l'interrogatoire qu'elle n'avait pas commis son crime seule. Et une fois que Dustin a été mis dans la liste des suspects, il a été enlevé assez rapidement et les enquêteurs se sont appuyés sur Gary, le grand-père d'Alyssa. Mais malgré la pression exercée, Alyssa n'a jamais avoué avoir eu un complice. Donc le grand-père a également été innocenté. Avant de vous raconter sa confession, je voulais un petit peu également me plonger sur son journal intime, dont je vous ai parlé tout à l'heure. À seulement 3 jours après le meurtre d'Elizabeth Holten,
et avec les aveux obtenus lors de l'interrogatoire de Dustin, les enquêteurs décidèrent d'interroger Alyssa. Accompagnée de sa grand-mère, Karen, Alyssa semblait prête à répondre aux questions des autorités. Les enquêteurs possédaient déjà une preuve cruciale grâce aux déclarations de son petit ami, mais ils disposaient également d'un autre élément majeur. Le jour de la disparition d'Elizabeth, les enquêteurs étaient entrés dans la maison des Brooke, les grands-parents, pour chercher des indices. Et parmi les objets qu'ils ont trouvés, se trouvait le journal intime d'Alyssa. Ce journal contenait une entrée choquante datée du 21 octobre 2009, le jour de la disparition d'Elizabeth. Bien que Alyssa ait tenté de rayer ce qu'elle avait écrit avec un stylo bleu, les enquêteurs ont réussi à reconstituer le texte original. Et ce qu'ils ont découvert était glaçant. Je cite « J'ai juste tué quelqu'un. Je l'ai étranglé, coupé et poignardé. Puis je l'ai enterré. Ça a été incroyable. Dès que vous lirez ceci, vous allez me trouver pour m'arrêter. Merci pour le bon moment. » Cette entrée choquante et macabre confirmait donc les pires craintes des enquêteurs. Alyssa n'avait pas seulement commis un meurtre brutal, mais elle en avait aussi tiré une sorte de satisfaction perverse. C'est ce qui était écrit dans son journal du moins. Et lors de son interrogatoire, confrontée à ces preuves, Alyssa a avoué les détails horribles de son crime. Elle a donc attiré Elizabeth dans les bois, l'avait attaquée avec une immense violence dont je vous parlerai dans quelques minutes, et puis elle l'avait enterrée dans une tombe. Est-ce qu'elle l'avait préparée à l'avance ou non? Elle ne le disait pas encore aux enquêteurs. En entrant dans la chambre d'Alyssa, les enquêteurs ont également été frappés par l'état chaotique de la pièce. Des vêtements étaient ici et là, sur le sol, créant une apparence de désordre extrême. Et si cette désorganisation pouvait être attribuée à une adolescente de 14 ans, d'autres détails troublants et plus macabres étaient beaucoup plus sombres. Les murs de la chambre d'Alyssa étaient couverts d'écritures étranges, mais ce qui a attiré le plus l'attention des enquêteurs a été une inscription particulière, qui se démarquait par sa nature sinistre. C'était écrit dans le sang, c'était écrit dans le sang. Cette découverte ajouta donc une nouvelle dimension inquiétante au profil psychologique d'Alyssa. Les écrits macabres sur les murs de sa chambre, associés aux autres preuves recueillies, révélaient un esprit tourmenté et profondément perturbé. L'atmosphère de la pièce et son désordre et ses inscriptions morbides offraient un aperçu glaçant de l'univers intérieur de Alyssa, où la violence et les pensées sombres semblaient omniprésentes. Ces éléments, combinés aux aveux de Dustin et aux écrits dans son journal intime, renforçaient l'image d'une jeune fille en proie à des troubles mentaux graves, bien au-delà des simples défis de l'adolescence. Les enquêteurs ont donc compris que les signes de détresse et de danger étaient présents depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas été pris au sérieux et qu'ils n'avaient pas été détectés à temps. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Alyssa sur les événements du jour où Elizabeth a disparu, elle a tout dit. Elle a déclaré être rentrée de l'école vers 15h30 ou 16h et avoir passé quelques heures autour de la maison, avant de partir se promener vers 18h. Elle avait initialement prévu d'aller se promener avec sa petite sœur, Emma, mais elle l'avait trouvée ennuyeuse, donc elle l'a laissée derrière. Les preuves contre Alyssa se sont rapidement accumulées. En plus de l'aveu de Dustin, des écrits de son journal, les enquêteurs avaient trouvé autre chose. Ils ont remarqué un trou rectangulaire qui ressemblait presque à une petite tombe, et non pas celle où Elizabeth a été retrouvée, une autre. Bien que la fouille n'ait rien trouvé, Alyssa s'est portée volontaire pour dire qu'elle l'avait creusé. Et donc l'interrogatoire a eu pas mal de détails autour de ce trou. À plusieurs reprises, Alyssa a répété aux enquêteurs qu'elle aimait simplement creuser des trous, et qu'elle y enterrait des animaux morts. Cependant, ses explications sur le moment et la raison pour lesquelles elle avait creusé ce trou ont varié, ce qui a suscité des suspicions quant à la véritable intention derrière ce creusement. Pour les enquêteurs, déterminés à savoir quand Alyssa avait creusé ce trou, c'était crucial pour établir la préméditation ou non dans le meurtre d'Elizabeth. En effet, si elle l'avait creusé après le meurtre, ça aurait pu être un effort pour dissimuler ses actes. En revanche, si le trou avait été préparé à l'avance, cela indique une planification préalable et ça aurait eu des implications juridiques plus sévères. Après plus d'une heure de dénégation catégorique, Alyssa finit par céder. Apparemment encouragée par son avocate de la jeunesse, qui avait dépassé son rôle en lui suggérant de dire la vérité pour obtenir un traitement plus clément, Alyssa a fait un aveu.
Cependant, cet aveu a été jugé inadmissible au procès, en raison de l'erreur de l'avocate dans son rôle. Peut-être que ça aurait pu aider Alyssa. Malgré tout, Alyssa a conduit les enquêteurs à l'endroit où elle a enterré le corps d'Elizabeth. Ce moment a marqué une conclusion horrifiante dans l'enquête, confirmant le destin tragique d'Alyssa, mais aussi d'Elizabeth. Donc Alyssa avait effectivement tué Elizabeth. Lors des multiples interrogatoires, elle a d'abord raconté une version des événements où elle se prétendait simplement en train de jouer avec Elizabeth lorsqu'un accident tragique s'était produit, affirmant qu'elle était tombée et qu'elle était morte. Cependant, les enquêteurs ont rapidement confronté cette histoire à la réalité, soulignant que les enfants de 9 ans ne se soucient généralement pas de la mort de cette manière. Avec les preuves troublantes trouvées dans son journal intime, Alyssa a commencé à dévoiler ce qui était la vérité. Sa grand-mère, présente lors de l'interrogatoire, a été bouleversée par les détails et au point où elle a dû quitter la salle. Alyssa a avoué avoir tranché la gorge d'Elizabeth. Elle a également dit qu'elle avait voulu brûler son corps, mais elle n'avait pas les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire. Plus tard, elle a admis avoir enterré le corps dans un deuxième trou qu'elle avait creusé quelques jours auparavant. Cette révélation a donc permis aux enquêteurs de comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient découvert un autre trou lors de leurs recherches. Quant au motif derrière ce crime atroce, Alyssa n'a pas fourni d'explication. Il semblait qu'Elizabeth était simplement une cible opportune, accessible en raison de leur proximité et de la vulnérabilité d'Elizabeth. Les enquêteurs ont donc conclu que cet acte était un thrill kill, un meurtre commis pour le simple plaisir, ou alors pour expérimenter ce que cela faisait de tuer quelqu'un. La brutalité de l'acte comprenait l'étranglement, la gorge tranchée, des multiples coups de couteau, et ça a démontré la nature extrêmement violente et dérangée de Alyssa à ce moment. Alyssa a donc fait face à la justice pour ces crimes horribles lorsqu'elle a comparu devant le tribunal pour la première fois le 17 novembre 2009. Et malgré ses aveux détaillés aux enquêteurs sur le meurtre d'Elizabeth et l'endroit où elle avait enterré le corps, elle a plaidé non coupable. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré et d'action criminelle armée en raison de l'utilisation d'un couteau. En janvier 2012, après des négociations, Alyssa a accepté un accord de plaidoyer pour des accusations réduites de meurtre au deuxième degré et d'action criminelle armée. Quelques semaines plus tard, elle a été condamnée à la prison à vie avec la possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre ainsi qu'une peine de 30 ans consécutifs pour l'action criminelle armée. Malgré ses efforts pour faire appel à la sentence, ses demandes ont été rejetées en mars 2014. Pendant ce temps, la mère d'Elizabeth, Patricia, a poursuivi Alyssa en justice. Les termes de leur accord stipulent que toute compensation financière reçue par Alyssa en lien avec cette affaire doit être donnée à Patricia Price. Cette tragédie a laissé une cicatrice indélébile dans la communauté et a soulevé des questions profondes sur la sécurité des enfants et la gestion des troubles mentaux chez les jeunes délinquants. En effet, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si Alyssa avait reçu un traitement adéquat, si Alyssa avait vraiment été suivie pour ses troubles, il est possible que le crime concernant Elizabeth n'aurait jamais eu lieu. Il est hors de question que je prenne la défense de quelqu'un qui a commis un acte aussi horrible en n'éprouvant aucun remords. Mais je me dis qu'elle est venue au monde dans un environnement où on ne voulait pas d'elle, où elle a été négligée, où elle a justement aussi eu certains abus. Si elle avait été prise en charge dès le début, si on avait pu soigner sa santé mentale et qu'on avait pu lui donner une chance finalement de s'épanouir dans la vie plus que simplement la faire déménager, peut-être qu'Elizabeth serait toujours en vie. Peut-être qu'Alyssa serait d'ailleurs aujourd'hui une jeune femme ordinaire. Cette histoire me laisse penser une fois de plus que la santé mentale a bien trop longtemps été négligée et mise de côté, bien que trop importante. Voilà tout le monde pour la très sinistre histoire de Alyssa et Elizabeth. Je ne sais pas si vous la connaissiez et si c'est le cas, j'espère avoir pu apporter des détails supplémentaires à cette affaire. Je vous laisserai comme d'habitude liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez nous soutenir. En ce qui me concerne, je vous laisse là et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.